Moi, je voulais présenter d'abord Nicolas, qui est aujourd'hui notre grand témoin RH. C'était hyper important que Nicolas puisse vous parler de son expérience chez L'Oréal. Parce que nous, Moka, moi, je peux vous parler en tant qu'ancienne DRH, je peux vous parler en tant que praticienne, psychologue chez Moka, de tout ce qu'on entend chez Moka quand on parle de la santé mentale. Mais Nicolas, lui, il peut vous dire comment, dans une grande entreprise comme L'Oréal, le développement de Moka s'est fait. Et ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, quoi. Et donc, je suis très contente que tu sois là avec nous. Donc, peut-être que tu peux te présenter en 2-3 mots. Après, on déroulera la presse et je te laisserai nous raconter toute cette expérience. Merci. Alors, bonjour, j'ai envie de dire bonjour à toutes et tous, mais je vois beaucoup de toutes. Enfin, quelques jeunes hommes, comme dans cette fonction RH, justement. Nous, on a en tout cas déployé Moka depuis la 3e année. Donc, si je viens aujourd'hui, c'est surtout pour témoigner, pour vous dire, voilà, sans avoir préparé d'ailleurs quoi que ce soit pour que ce soit spontané, comment on a humblement, en tout cas implémenté, en vague d'ailleurs, Moka. Donc, moi, je suis arrivé en tout cas dans cette entité, dans ce groupe, maintenant donc chez L'Oréal depuis 7 ans. J'ai un parcours, en tout cas RH, on pourra en reparler si vous voulez à la pause, avec un parcours très banque, assurance, industrie pharmaceutique, industrie lourde. Je suis arrivé dans ce groupe, c'est ma 3e expérience professionnelle. Je suis DRH aujourd'hui de ce qu'on appelle les opérations. Les opérations, c'est tout le monde industriel, donc avec des usines en Europe, sur une de nos 4 divisions. Et pour essayer de vous mentaliser un peu plus facilement et visualiser, chez nous, en fait, on est en charge de CPD, c'est-à-dire tout ce qui est la division, en tout cas grand public. Et c'est donc auprès des marques L'Oréal Paris, Garnier, les grandes marques, en tout cas, que vous pouvez déjà avoir dans votre salle de bain, chez les grands distributeurs. Donc, moi, aujourd'hui, on a un staff, corporate, sur l'ensemble de ces usines Europe, puisqu'on a une dizaine d'usines en Europe. Et on a un staff à peu près donc, de 250 personnes. Et c'est sur ce staff qu'on a implémenté Moka Care depuis maintenant cette 3e année. Juste celle que je ne vais pas vous présenter en détail, mais c'était un peu comme une ID card, d'ailleurs, qu'on a pris en début d'année avec mes équipes RH. Et vous voyez, ça n'a pas été fait pour cette présentation, mais dans ce qu'on a en tout cas fait comme chose pour laquelle on est fiers, et dans les faits marquants en tout cas de 2022. Et le premier point, il ne s'invente pas, en tout cas, c'est tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de workshop et d'accompagnement avec Moka Care. Entre autres, on a aussi travaillé beaucoup sur tout ce qui est gestion de la performance et puis on a fait des talks RH. Et donc, avec une volonté quand même, globalement, d'avoir une vision RH très loin, en tout cas, de la black box, d'être dans une volonté de transparence, d'écoute, de transmission et d'ouvrir aussi des sujets sans tabou. Donc, voilà, ça témoigne un petit peu des forces et de ce dont on est fier de ce qu'on a mis en place. Voilà. Moi, je me souviens de Nicolas, un premier Tech Care Connect, enfin, je ne sais pas si c'était un premier, mais en tout cas, on parlait de la sécurité psychologique. Et c'est génial ce concept. Comment on peut le déclencher en entreprise, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de là, aujourd'hui, tu es là pour en témoigner. Donc, c'est super, c'est un beau retour d'expérience. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, moi, je vois certaines personnes dans la salle que je connais. C'est cool, ce n'est pas la première fois. Et puis, pour les nouveaux, c'est super. C'est un moment qui est pour vous, c'est un moment qui est à vous. Donc, nous, on va parler de ce retour d'expérience, mais n'hésitez pas à intervenir. Donc, si moi, je ne vous vois pas à distance, faites du bruit, faites quelque chose pour intervenir. Et ceux qui sont présents dans la salle, c'est plus facile parce que là, je vous vois directement à l'écran. Donc, on partage avec bienveillance et avec respect. C'est vraiment l'esprit du Tech Care Connect. Donc là, je vais vous parler donc, de la santé mentale et de, finalement, en tant que ex-DRH et aussi psychologue, qu'est-ce qui se passe quand on parle de santé mentale? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi il y a alors que ça paraît tellement évident que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, pourquoi dans les entreprises, on n'en parle pas plus? Ça va être vraiment un sujet, moi, qui m'interpelle et j'aimerais qu'on apporte des réponses. Donc là, on vous a parlé de ça. Et c'est vrai que Félix, c'est un truc qui est vraiment... Enfin, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel pour montrer comment la santé mentale peut, en quelques phrases, juste impacter et nous faire changer des comportements. Parce que c'est vrai que parler de la santé mentale comme ça, c'est une chose, mais faire changer des comportements, c'est ça qu'on a envie de faire quand on travaille avec quelqu'un. Donc moi, j'aimais bien cette phrase qui était, que j'avais découverte quand j'avais préparé le Tech Care Connect sur le burn-out. C'était carrément marqué en gros du bouquin de la Harvard Business qui disait
Non, mais c'est fou, dans les entreprises, on a quand même des règles qui protègent tous les salariés de tout, des espaces enfumés, de si je tombe, de s'il y a un projecteur là, qui me tombe sur la tête, je suis sûre qu'il y a une règle quelque part qui dit que ma santé, il y a des ambitions zéro accident partout, et en même temps, sur les risques qui sont aujourd'hui reconnus comme majoritaires dans les entreprises, c'est-à-dire les risques psychosociaux, en fait, il n'y a rien. Okay. Et puis, je rappelle que le burn-out n'est toujours pas considéré en France comme une maladie professionnelle. Donc, oui, c'est quand même un sujet. Et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de s'y atteler et de vous aider chez Mocar à le faire. Donc, les chiffres, on les connaît. Alors, on l'a même un peu minoré parce que je crois que l'étude qui est dans l'empreinte humaine 2022, donc c'est quand même un truc un peu récent, qui nous dit qu'un salarié sur deux est en détresse psychologique. Nous, on a des difficultés psychologiques parce qu'on trouve que le mot détresse est un peu fort. Mais bon, enfin, le vrai sujet, c'est détresse psychologique. Donc, 9 salariés sur 10 nous disent que les RPS, donc l'identification des risques psychosociaux, ne sont pas assez pris en compte dans l'entreprise. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous partagez aussi ça. Et puis, en même temps, on sait que les conséquences de ça, c'est qu'il y a des journées de stress qui sont perdues. Et globalement, c'est 10% de la masse salariale, parce que 10% des journées perdues, quelque part, ça a un impact financier pour les entreprises. Donc, on sait tout ça, et pourtant, DRH, parfois, on est un peu seul. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Moi, en tant que DRH, c'est aussi ce que j'ai entendu parfois quand j'étais à la table du comité de direction et j'avais des sujets de santé mentale. Parfois, on me disait que j'étais un peu le bureau des pleurs, parce que je racontais qu'il y avait des problèmes dans l'entreprise, et que ces problèmes, j'avais l'impression que dans certaines entreprises où je suis passée, en tout cas, moi, mon DG, il était un peu comme ça, même si je pourrais lui dire, s'il était dans la salle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de m'entendre, parce que moi, je racontais des histoires qui n'étaient pas des belles histoires. Okay. Donc, j'avais l'impression, et même que certains membres du comité de direction, ils étaient comme ça. Et moi, j'avais l'impression, en tant qu'RH, de porter les problèmes de l'entreprise. Et alors que parfois, c'était des problèmes qui n'étaient pas les miens, en fait. Ce n'est pas parce que je m'appelle ressources humaines que je porte les problèmes de l'entreprise. C'était les problèmes de management, des salariés, de la politique de l'entreprise. Et en même temps, maintenant, quand j'y repense, je me dis qu'il y a en fait une réaction psychologique qui s'appelle le déni. Il y a plein de mécanismes de défense qu'on étudie en psychologie qui font qu'on n'a pas envie d'entendre. Et cette image, elle est tout à fait juste. Moi, je n'ai pas envie d'entendre des problèmes. J'ai envie d'entendre plutôt des choses bien, donc je me protège. Donc, du coup, c'est l'objectif de se dire comment faire pour que, finalement, quand on parle de santé mentale, on ne soit pas que dans un sujet de problème. Okay. Alors là, moi, je vous ai mis souvent, mais peut-être que vous en avez d'autres, et n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, pour nous dire ce que vous entendez parfois comme sujet de frein quand vous voulez adresser le sujet de la santé mentale. On entend, en fait, c'est ce que tout à l'heure Pierre-Étienne a dit, c'est pas un sujet d'aller regarder un peu dans la bouse qu'il y a, même si on sait que le lotus, d'ailleurs, il pousse dans la boue, c'est quand même de belles fleurs, le lotus. Quel impact ça a sur les salariés? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise de traiter ces sujets-là? Ces questions-là, on les a souvent. Toi, je ne sais pas, Nicolas, quand tu as commencé à travailler sur ce sujet chez L'Oréal, quel frein tu as pu entendre? Bien évidemment, on entend tous ces freins-là, les freins financiers, comme vous imaginez, même une fois qu'on l'a implémenté, puisque j'ai encore eu des discussions sur chaque année, il y a un truc qui s'appelle renouvellement de contrat. Donc, on essaie de faire toujours plus. Les financiers, c'est toujours faire moins avec mieux. Donc, c'est des logiques qui sont contradictoires, mais effectivement, on a de nombreux freins. On n'a pas réponse non plus à tout, et on n'est pas là non plus pour convaincre tout le monde. Et c'est un peu la question qu'on s'est d'ailleurs posée rétrospectivement avec la responsable d'ailleurs QVT, à qui je veux d'ailleurs rendre hommage aujourd'hui tout de suite, qui s'appelle Emmanuelle Lièvremont, et qui a laissé chez L'Oréal quelque chose de très particulier, qui était justement d'ouvrir des pilotes. Et on a été un des 3 pilotes qui après a été justement partagé avec la communauté RH. Et d'ailleurs, même la communauté RH elle-même, pour faire le lien avec ta question, avait aussi elle-même, donc peut-être vous aussi, des freins soi-même. C'est pas parce qu'on est RH qu'on a tous les mêmes convictions et qu'on est tous portés d'abord par ce sujet. Et donc, c'est vrai que ces questions budgétaires, ce côté, on paye une mutuelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait payer, en tout cas,
un conseil, etc. Il y en a en tout cas qui en ont eu, des financiers en disant est-ce qu'on utilise tout le contrat, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rebaisser, etc. Donc tout existe. Et surtout, j'ai envie de vous dire, il y a une notion importante à fixer ensemble, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettez en place Mocaker que 2 mois après, vous n'avez plus magiquement des burn-out ou des gens qui s'épuisent, parce que c'est aussi la même chose. Vous pouvez aussi avoir le frein de dire mais chez nous, il n'y a pas de burn-out. Donc, je pense qu'il faut se dire, première chose, quelle est la quête de sens qu'on a envie de porter en fait en entreprise? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre, en tout cas, à disposition des collaborateurs? Et de quelle manière? Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt, en tout cas, pourquoi nous, on a à la fois choisi Moka, et d'ailleurs, le choix, j'ai envie de vous dire, il est moins engageant parce qu'en fait, vous pouvez tester. Le vrai choix, en fait, il est de poursuivre dans la durée, en fait. Et donc, pourquoi on continue et pourquoi on a renforcé, en fait, chaque année la démarche Mocaker, c'est parce qu'on y a vu très vite, en tout cas, un retour, je n'ai pas envie de dire sur investissement, mais un retour positif auprès des collaborateurs, moi, que j'ai rencontrés et qui avaient utilisé soit la plateforme, soit d'ailleurs la partie, en tout cas, conseil auprès de psychologues, en tout cas de spécialistes. Et puis, tous les workshops qu'on a faits, sans exception, on a eu aussi des retours positifs. Et donc, c'est un peu la réponse par la preuve auprès des financiers et auprès des détracteurs qui a petit à petit, en tout cas, aidé à créer une routine et aujourd'hui un no-brainer dans notre entité, à tel point que ça se déploie maintenant dans beaucoup d'autres entités. Donc, c'est un peu la partie positive de l'histoire. Super. Merci. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Alors, la question, c'était est-ce que c'est vraiment un enjeu prioritaire aujourd'hui? Un enjeu prioritaire pour les entreprises? C'est la question L'Oréal ou c'est la question avant L'Oréal? Ah, ok. Suite à ta présentation. Ok. Un enjeu prioritaire, quand je repense juste enfin, c'est peut-être à Pierre-Étienne ou à Guillaume de répondre, mais quand on regarde les statistiques de 1 Français sur 2 en détresse psychologique, quand je vous remets cette slide-là, oui, c'est prioritaire parce que finalement, surtout dans nos entreprises, pardon, il y a un petit effet de micro, dans nos entreprises, à partir du moment où je vais avoir des arrêts maladie, 10%, des gens qui ne sont pas là, présents, à partir du moment où on se dit qu'on est dans un VUCA World et on sait que ce qui est important, ce qui va faire en sorte de créer de la valeur pour l'entreprise, c'est la coopération entre les personnes pour innover. À partir du moment où on sait que dans les entreprises, c'est cette dimension-là qui est importante, oui, c'est stratégique parce que j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont en forme pour travailler, je crois. Enfin, je ne sais pas si je réponds correctement. Sur la stratégie, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être plus Je vais dire ce que disait Sylvie. Je pense que la principale difficulté à laquelle on est constamment confronté, c'est oui, c'est une réalité pour tout le monde. En tant que personne, en fait, on a tous une santé mentale comme on a une santé physique. Ça, c'est pas, entre guillemets, c'est une affirmation qu'on ne peut pas contredire. La principale difficulté, c'est comment j'en prends conscience en tant que dirigeant, en tant que COMEX, en tant que DRH, en tant que je ne sais quoi. En fait, comment je prends conscience que ça impacte mon organisation et donc comment je prends conscience de la nécessité d'agir sur ce sujet-là. Et souvent, ce que nous, on observe, c'est comme dans plein de thématiques, c'est on attend d'être confronté à un risque réel, que ce soit le sujet de burn-out, que ce soit les sujets de harcèlement, enfin en tout cas les sujets les plus graves, pour réagir. Alors même que c'est là que ça coûte le plus cher à l'organisation. Typiquement, maintenant, enfin, c'est plutôt des grands groupes qui ont encore cet imaginaire il y a quelques années autour de France Télécom, enfin en tout cas les sujets les plus graves auxquels les entreprises ont pu être confrontées, qu'on a un peu oublié. Et c'est ça, en fait, le vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est de réussir à prendre conscience de la nécessité de prévenir. Ok. Merci. Pour avancer dans notre présentation, je voulais vous soumettre un petit exercice. Quand on pense santé mentale, à quoi on pense? Donc pour ça, je vous invite à prendre vos téléphones, à soit utiliser le QR code, soit faire menti.com. Parce qu'un des freins par rapport à la santé mentale est sans doute les cognitions ou les pensées négatives qui y sont associées. Donc voilà, donc je vous invite à mettre ce QR code et à passer sur la prochaine slide. Ah, j'ai peut-être été trop vite, pardon. Ah, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah, ok.
Bon, ouais, c'est dommage, mais on va laisser du coup peut-être les personnes à distance le faire. Sinon, je vais passer vite. Et vous, ici, vous pouvez le faire à l'oral, en fait. Vous pouvez me dire spontanément, vous serez pas, vos réponses ne seront pas sur le nuage de points, mais peut-être qu'à l'oral, vous pouvez me le dire et je répéterai vos mots. C'est-à-dire que quand je vous dis les mots santé mentale, ici dans la salle, puis on va laisser les gens qui sont là à distance répondre. Quand moi je vous dis les mots santé mentale, vous pensez à quoi spontanément? Dites-moi vos mots et puis je vais vous les répéter pour ceux qui sont à distance. Ah, il y a un code Wi-Fi qui arrive. Quand je vous dis santé mentale, vous pensez à quoi? Moi, je sais que quand j'ai testé cette phrase auprès de mon entourage, et quand je leur disais santé mentale dans mon entourage, même s'ils savent que je suis psychologue, etc., ils disaient, ben, moi, je pense à dépression, moi, je pense à maladie, voilà. Alors, si ça marche, là, je vais vous laisser les... ah ben là, je ne suis pas fou, charge mentale, dépression. Ah, il y a quelqu'un qui dit bien-être aussi. Spontanément, en tout cas, là, on est dans un exercice un peu officiel, mais quand on dit santé mentale, souvent, on pense à des choses qui ne sont pas toujours très positives. Moi, dans mon entourage, on me disait dépression, bipolaire, burn-out. Enfin, ça ne fait pas envie, quoi. C'est pas très... Voilà, donc charge mentale, ça revient pas mal. Si vous mettez plusieurs fois les mêmes mots, on voit que... Là, je vous laisse parce que si vous avez les codes pour... Du coup, quand je reprends mon schéma avec les 3 singes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas voir, forcément, si le mot en lui-même, il induit une chose négative, c'est compliqué d'en parler. Je sais que dans les entreprises, quand on a déjeuné avec ton patron opérationnel, on lui a posé la question, on était avec Charlotte qui était là, et on lui a dit, voilà, santé mentale maintenant. Alors, lui a dit que finalement, il s'était habitué à ce mot. Mais qu'au début, la première fois que Moka ou que toi a parlé de santé mentale, c'était quand même un truc heurtant, parce que derrière, il y a bien, voilà, moi je vois au milieu le mot fou, là, il y a bien ça, l'image de quelque chose qui renvoie à la folie, et la folie, on n'a pas envie trop d'y penser, quoi, ça fait peur. Et puis c'est très stigmatisant. Alors du coup, on lui a dit avec Charlotte à ce moment-là, mais si on parlait par exemple de stress, alors je crois que j'ai dit stress chronique ce jour-là. Chronique, alors là, il m'a dit, ah non, là, stress chronique, ça me ferait encore plus peur. Enfin, pas plus peur, c'est pas ces mots, mais en tout cas, il s'était habitué au sujet de la santé mentale. Donc nous, on pense peut-être qu'il faut juste faire un peu d'apprentissage, de pédagogie, en fait, par rapport à ça, et de se dire, derrière le mot de santé mentale, peut-être qu'on peut se dire qu'il y a plein de choses positives. Donc si maintenant, alors l'exercice est là, mais je vous demande de penser en santé mentale, en positif, qu'est-ce qu'il y aurait comme mot qui pourrait arriver? Donc là, je ne vais plus influencer. Je vais vous laisser me dire les mots, mais qu'est-ce que ça serait les mots positifs, qui évoquent la santé mentale? Est-ce que là, ça fonctionne? Donc c'est toujours le même code. Énergie, hein, ça fait du bien. Paix intérieure. Ok. Ça fonctionne? Ouais. Ah oui, ça fonctionne bien. Et ouais, c'est quand même une autre histoire, c'est une autre image là qui est en train de se dessiner. Intéressant. Intéressant, hein? Ouais, c'est intéressant. Ça fait du bien de voir ça. Hein. Là, on se dit qu'on a des arguments pour convaincre un peu nos DAF, nos CEO, bien-être. Alors, si on écrit plusieurs fois les mots avec la même manière, il y a des accents, donc c'est pour ça qu'on a plusieurs fois, 2, 3 fois bien-être. Et oui, c'est pour ça que c'est stratégique, la santé mentale. Quand on voit cette slide, elle nous dit que c'est stratégique, puisque je pense qu'il n'y a pas un patron dans une boîte qui ne pourrait pas nous dire, bah oui, c'est ça que je veux pour mes collabs, parce que je sais que si je fais ça, quelque part, je vais être bien au travail. Alors, ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs. On a cherché des études qui montraient le lien entre le fait d'être bien et le fait de travailler, parce qu'à un moment, on est là aussi pour travailler. Donc, il y a quelques études qui existent avec un lien, je crois que ça s'appelle directionnel, je ne sais pas comment dire, bidirectionnel, merci. Ouais, 2 directions. Voilà, dans 2 directions, entre la santé psychique et effectivement la performance au travail. Donc ça a été mesuré. Super, bien, merci pour vos inputs. On voit qu'effectivement, là, on a la performance au cœur de cette slide. Et je ne vais pas reprendre tous ces mots, mais c'est effectivement ça. C'est pour ça qu'on a envie de travailler sur la santé mentale. Donc en résumant, et puis je vais vous laisser après la parole. Donc je reviens sur
sur la présentation qui est là. Je la repartage. C'est bien, c'est partagé là? Non, c'est pas partagé. Merci. Finalement, en réfléchissant pour aujourd'hui, on a essayé de résumer 3 arguments qui pourraient vous aider à convaincre que la santé mentale, c'est vraiment un intérêt et ça a même un input sur la stratégie de l'entreprise. D'abord, on pense que la sécurité psychologique, on pense que c'est prouvé par le projet Aristote, dont on a beaucoup parlé ici et qui a été l'origine de la sécurité psychologique. Et d'ailleurs, chez L'Oréal, vous avez démarré avec ce concept de sécurité psychologique. Donc, on sait maintenant que la sécurité psychologique, qui est cet état dans lequel j'arrive à dire ce que je ressens, je peux montrer mes erreurs, je peux montrer ma vulnérabilité, il y a un climat de bienveillance, tout ça c'est possible et c'est le premier critère de performance des équipes. S'il n'y a pas la sécurité psychologique, j'aurais beau donner du sens, j'aurais beau faire de la cohésion, j'aurais beau travailler mon leadership, ça ne fonctionne pas. C'est en tout cas l'expérience du projet Aristote de Google. Donc ça, c'est le premier critère. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'entreprise. Le deuxième, c'est le coût. Souvent, effectivement, tu nous disais tout à l'heure, Nicolas, il faut convaincre des directeurs financiers sur le coût. Et du coup, là, c'est vrai qu'on est obligé donc on a très peu d'études qui nous disent le coût du bien-être, enfin, l'investissement du bien-être. Donc, le coût, c'est plutôt en négatif. Et donc, c'est l'impact du stress chronique. Donc, on sait que cet impact est responsable de 10% des journées perdues en entreprise. Donc, c'est visible, c'est de l'absentéisme. C'est parfois d'ailleurs aussi du présentéisme inefficace. Et c'est du coup une perte de coût sèche puisque ça correspond à 10% de nos coûts qui sont liés à la masse salariale. Donc ça, c'est un intérêt purement économique. On a intérêt à agir sur la santé mentale d'un point de vue économique. Et le troisième critère, qui là est en train d'émerger, il y a 10 ans, je n'avais pas du tout ce critère quand j'intervenais sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, celui-ci, il émerge très, très, très fortement. C'est que c'est même plus une histoire d'obligation légale. Alors, bien sûr que l'obligation légale, elle est là, tous les DRH connaissent le Code du travail et l'obligation de résultat sur la santé mentale. Mais en fait, maintenant, c'est pour les jeunes actifs, cette étude nous dit que pour plus de 88% des jeunes actifs, c'est une évidence que c'est le registre de l'employeur, que c'est la responsabilité de l'employeur de s'occuper de la santé mentale de ses employés. C'est comme si maintenant on se disait tiens, est-ce qu'on va rembourser Navigo ou pas quoi. Non, en fait, c'est normal de s'occuper de ça, c'est normal de s'occuper de la mobilité des salariés, c'est normal de s'occuper de leur forme physique et de plus en plus, il y a aussi des abonnements, une prise en compte de la gymnastique et du sport. Là aussi, c'est normal parce qu'on sait forcément par rapport au premier critère que c'est super important. Donc, c'est une attente et c'est pas souvent, toi, PE, tu dis c'est plus un must-have. Quand tu dis déjà, c'est plus un nice to have. Un nice to have, voilà, c'est un must-have. Voilà, c'est la phrase de Bouquet. Donc, finalement, les 3 arguments pour convaincre. 1, c'est un driver de performance. Okay. C'est la responsabilité dans votre entreprise d'agir sur le stress chronique de vos salariés. Et oui, le challenge zéro burn-out, il est là, il est hyper important parce que c'est vraiment un fléau, le burn-out. Et 3, c'est juste répondre aussi à l'attente des jeunes que vous voulez embaucher. Et ça fait partie aussi de votre attractivité employeur que de vous emparer de ce sujet-là. J'ai même envie de vous dire ou de te dire qu'à la base, quand vous êtes DRH, l'intérêt, c'est quand même d'abord de répondre à une attente de la majorité de vos collaborateurs avant même que ce soit de notre comité de direction. Et donc, c'est presque le 3, entre guillemets, de se dire on offre et on met un dispositif qui fait qu'on rassure aussi les gens de se dire de ce principe un peu en voiture, qui achèterait aujourd'hui une voiture sans avoir l'airbag? Et c'est pas parce que vous avez l'airbag que vous pouvez conduire n'importe comment. Donc, c'est pas aussi un permis de faire n'importe quoi. Donc, en 1, on répond à une attente qui est un must-have chez l'attente des collaborateurs et on leur apporte justement cet airbag au cas où et avant même potentiellement qu'il y ait un choc, puisqu'en fait, il n'y a pas que tout le temps des burn-out ou des situations extrêmes. Moi, j'ai eu même dans mes équipes des jeunes qui m'ont dit, ou des moins jeunes, je suis des fois en surinvestissement, mais j'entends pas quand tu me le dis, Nicolas, ou j'entends pas quand on me le dit, et qui sont allés à des ateliers ou qui sont allés sur l'application Mocha et qui ont petit à petit, justement, par des petits cailloux, qui ont, et ça c'est compliqué, pris conscience. Et cette prise de conscience, en fait, on le sait très bien, on le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit aussi avec ses amis, il ne suffit pas de dire des choses qui sont justes pour que ce soit compris par l'autre.
c'est ça qui est très compliqué, en tout cas dans la santé mentale. Chacun a un peu son chemin. Et donc, tous les chemins sont bons, que ce soit Félix, que ce soit de l'application, que ce soit un pôle d'orientation avec un spécialiste. Et donc, c'est de multiplier finalement les canaux pour être sûr qu'on touche une cible de jeunes qui se sentent en tout cas pris en charge et écoutés quand ils en ont besoin. Ça, c'est un peu ce point de répondre aux attentes. Et nous, c'est notre responsabilité de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, si tout ça fait que tout le monde va bien ou mieux au global, sans même aller jusqu'au pire, les burn-out, etc., pas forcément, c'est un levier de performance parce qu'on sait comment ça se passe quand on est motivé, quand on est engagé, personne ne se motive à prendre des vacances. On en a envie, on a envie de se ressourcer. Et si l'entreprise était aussi un canal de ressourcement alors qu'il n'était pas vu comme ça précédemment, je crois qu'on peut dire tous les deux, quand on a commencé à travailler, on n'allait pas en entreprise comme on était chez soi ou avec ses amis. On nous a toujours dit qu'il y avait une barrière qui était la porte du travail. On l'a dit, moi en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, et que c'était la barrière un peu de la vie personnelle et des émotions. On rentrait un peu comme des soldats, on rentrait pour faire carrière, on rentrait pour répondre aux besoins de l'entreprise, mais on niait quand même une partie de qui on était. Aujourd'hui, les jeunes qui nous rejoignent, ils ne sont pas doubles. Ils ont compris qu'en fait, ils étaient eux-mêmes. Ils avaient aussi envie d'être compris pour qui ils étaient dans toute leur diversité. Et je crois que si on veut en tout cas offrir les meilleures conditions de travail, là où on a été, comme tu disais, très performant, c'est plus uniquement dans créer un espace safe physique, mais il est holistique et global, physique et mental. C'est super. C'est peut-être le moment. Merci, c'est exactement ça. Effectivement, je me souviens des premières années où moi, je ne devais même pas dire que j'étais psychologue. Je devais parler que de mon master RH. Ça, c'était un peu tabou d'être psychologue à l'époque. Peut-être que c'est le moment que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi, et puis on répondra aussi aux questions dans la salle après. Ok ? Je te laisse. Ok. Non, c'était simplement pour dire que ça, c'était des slides de L'Oréal, quoi, de chez nous, et de dire que depuis 2 ans maintenant, moi que j'ai rejoint en tout cas cette entité, c'est ma 3e année donc dans cette direction des opérations de cette division CPD. On a un frame stratégique, en tout cas une stratégie RH, et depuis le début, puisque ce frame, on l'a construit quand je suis arrivé, il n'a pas changé. On a mis nos piliers à 3-5 ans, et le well-being et la partie inclusivité ont vraiment été un de nos piliers. Donc ça a été un engagement fort qui n'était pas demandé par le groupe, qui n'était pas demandé non plus particulièrement par mon patron. Et donc vraiment, nous, on l'a inscrit très fort, en tout cas avec mon équipe, sur well-being et inclusiveness, vraiment comme sujet fondateur et pilier. Et c'est ce qu'on a travaillé. Simplement pour vous dire, moi, les slides sont en anglais, puisqu'on les a présentés d'ailleurs récemment à notre patron des opérations du groupe, qui est le COMEX de L'Oréal, qui a reçu d'ailleurs ses codes récemment, puisque l'entité corporate des opérations a aussi, dans une vague 2 cette année, pris le partenariat aussi avec Mocacare. Simplement pour vous dire que voilà, nous, en tout cas en 2021, on a fait ce que vous allez peut-être faire bientôt, que vous avez déjà fait, c'est-à-dire créer le partenariat, ouvert la partie application, et puis on a décidé d'un nombre de sessions, en tout cas offertes par l'entreprise auprès des collaborateurs qui le souhaitaient après un call d'orientation, avec un nombre de sessions avec un spécialiste. Ça a été un peu notre année 1. On a eu quand même, moi je tiens à le dire, en tout cas, le pourcentage qu'on avait ciblé qui avait été utilisé. Et on a pu, et c'est aussi un moment important de drive, de performance aussi de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a quand même avec notre partenaire de compte clé dédié, qui est un vrai partenaire, des points en tout cas trimestriels sur des KPIs. Alors bien évidemment, c'est confidentiel, on ne sait pas qui utilise quoi. En revanche, on sait les thématiques qui sont sélectionnées en tout cas sur l'application, et donc on est en capacité après d'orienter des thématiques de workshop qui sont en lien avec l'intérêt des collaborateurs qui vont sur l'application Moca. Et donc c'est comme ça qu'en 2022, et je pense que ça a été vraiment l'accélérateur, en tout cas dans le partenariat avec Mocacare, on a décidé d'ailleurs de ne pas avoir une seule et unique façon, en tout cas, de toucher notre public interne. On a créé donc des talks, on a créé des workshops, que ce soit sur travailler sur ses émotions, sur une communication bienveillante, sur baisser sa charge mentale, sur des talks ouverts à quasiment 100 personnes, à des ateliers de 12 personnes en prise de parole avec un psychologue. Ça aussi, ça a été en fait un très fort engagement, en tout cas de l'équipe RH,
à tel point que moi, je me suis doté d'une spécialiste de la communication, qui a rejoint mon équipe d'ailleurs en septembre dernier, pour vraiment nous aider à toucher en amont, en tout cas, les équipes et les sensibiliser, bien évidemment, à aller à un groupe de parole dans l'entreprise, avec des gens qui se posaient des questions de comment ça se passe, un psychologue, on est 12, on est collègues, quel est le jugement, etc. Et d'ailleurs, à titre personnel, moi, j'ai fait partie aussi de ces groupes de parole, d'ailleurs, en arrivant, en disant, je ne suis pas votre DRH, là, je suis Nicolas, et on est autour de la table, et ce qu'on se dit, c'est aussi confidentiel, et il faut aussi donner un petit peu pour aussi recevoir. Donc, ça a été notre démarche, ça a bien fonctionné, et c'est ce qui fait qu'en 2023, on intensifie encore plus. On a mis en place aussi de la sophrologie, où j'ai eu d'excellents retours avec une psychologue de qualité, pour offrir justement des temps de respiration. Et je crois que ça aussi, c'est important, soit d'offrir des temps de respiration, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un peu appelé ça « respire ». C'est important, on n'y pense pas, mais on respire tout le temps. Et puis souvent, on n'apprend pas à respirer. Et il y en a qui, à nos âges, ne savent pas respirer. Respirer à l'envers. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre à respirer ou mieux respirer, et il n'est jamais trop tard pour prendre une inspiration. Et donc, en entreprise, des fois, le rythme, il est effréné, l'engagement, il est des fois même trop fort. C'est difficile, en tout cas. On lui a dit, mais il n'a pas compris, elle n'a pas compris. Donc, comment la personne, petit à petit, en fait, se rend compte et fait finalement une chose qui est très différente, tu l'as bien dit, je pense, en introduction, c'est fait son propre chemin par rapport à un canal de réflexion personnelle. Et ça doit venir maintenant de plus en plus des gens, plus que de le dire de façon autoritaire. Il n'y a plus ce canal de « mon boss m'a dit, alors je vais y réfléchir ». Il faut que j'en sois convaincu moi-même. Comment on fait pour convaincre les gens eux-mêmes ? Il faut leur laisser les ingrédients pour cultiver leur propre écologie personnelle. Donc, voilà ce qu'on a réalisé. Voilà ce qu'on fait en 2023. Et nous, on a 4 sessions, en tout cas, avec des praticiens. Et on fait donc un mix entre des conférences remote, du face-to-face et ce qu'on avait. C'est intéressant. Vous avez été embauché dans ton équipe un spécialiste de la communication classique ou de la communication non violente? Non, de la communication classique. La communication pour parler sur ces sujets. Exactement. Ok, super. Ouais. Ok. Donc voilà, il y a eu des retours, des feedbacks, et il y a un plan effectivement de déploiement step by step du déploiement de Moka. Ok.